Salut Stéphane, ça me fait super plaisir de te voir aujourd'hui. Salut Fred, plaisir partagé. Alors aujourd'hui, on va parler de quoi? Dis-moi. Eh ben écoute, de quitter le salariat, travailler en liberté, puisque c'est mon dernier opus, dernier bouquin. Donc voilà, qui est dans les bacs depuis 3 semaines, un petit mois maintenant peut-être. Donc parlons de ça. Alors justement, quand on veut se lancer, monter sa propre boîte, que ce soit en quittant son entreprise ou en mettant un job en parallèle, tester son activité justement, Ouais. souvent le plus gros défi, et c'est ce que je vois le plus souvent, encore il n'y a pas longtemps, il y a une de nos alternantes là, qui disait voilà, je veux me lancer, je veux être le community manager des gens qui font des formations vidéo. C'est vrai que en grattant un petit peu, je me suis vite rendu compte en fait qu'elle n'avait pas vraiment une idée du marché, qu'elle s'adressait à une micro-niche parce que les gens qui font des formations vidéo, soit ils sont très gros et ils ont une équipe, soit ils sont tout petits et ils n'ont pas l'argent. Et en fait, elle commence à se dire ah ouais, c'est peut-être pas une bonne idée. Mais comment on fait pour s'assurer que son offre va vraiment intéresser quelqu'un et qu'elle va rencontrer vraiment un succès? Alors tu as tout à fait raison de pointer ce problème, parce que je pense que c'est le problème numéro un. Alors tu as donné l'exemple d'une jeune euh, alternante. Alors les jeunes généralement vont partir comme ça avec une idée un peu globale en se disant bah tiens ça me plaît, les tunnels de vente, allez boum je vais attaquer les tunnels de Ou le vente copywriting. ou le copywriting ou autre chose. Et les plus âgés, les plus expérimentés, souvent ils ont développé une expertise, donc ils parlent de leur expertise. Et c'est pas bon. C'est pas bon parce que il y a une telle concurrence aujourd'hui que tu ne peux pas te démarquer avec une idée un peu vague ou une expertise. En plus, quand tu dis voilà, je suis expert marketing digital, bah, finalement, c'est un peu l'effet inverse, c'est que ton audience commence à en douter. Alors si moi je dis Frédéric est expert, bon, ça commence à avoir de la valeur parce que c'est pas toi qui le dis. Voilà, donc c'est comment arriver à trouver à partir d'une idée un peu vague ou une expertise qui peut être précise, c'est comment finalement arriver à trouver un marché qui soit, on appelle de niche dans notre jargon, mais qui soit suffisamment précis pour que d'une part, je sache qui commercialement je vais attaquer en premier, et deuxièmement, que cette cible que je vais attaquer comprenne ce que je fais réellement et comprenne surtout ce que je peux leur apporter. Et là, il y a une notion qui est absolument géniale, qui s'appelle la notion de job to be done. Alors, elle nous invite, cette fameuse notion, à transformer un client comme une sorte de, transformer notre offre comme si c'était quelqu'un qu'on allait recruter. Un DRH ou un RH va pas recruter une personne pour la personne. Elle va le recruter parce qu'il y a un job à accomplir. Mon site web, le site web de mon entreprise n'est pas assez visible sur Google, je vais recruter un SEO. Donc là, on voit qu'il y a des choses très très objectives qui vont rentrer en jeu. Je vais analyser avec ces critères objectifs des CV, et puis ensuite, bah forcément, je vais faire une petite shortlist de personnes qui m'intéressent, et il va y avoir des critères un peu plus subjectifs qui vont rentrer en jeu. Et donc, on voit bien que le RH va effectivement s'acheter une personne parce qu'il y a un objectif à atteindre. Et un client, c'est exactement pareil. Il va pas acheter ton offre parce que t'as la plus belle offre du marché. Il va l'acheter parce qu'il souhaite atteindre un objectif. Alors, ce qui est très compliqué, c'est que cet objectif, des fois, il peut être complètement inconscient dans la tête du client. Donc ça, voilà, c'est le truc le plus complexe quand on vend une offre commerciale. Alors j'ai un petit exemple qui permet d'illustrer ce job to be done. Imaginons qu'on vende des formations Excel. Bon, voilà, tu dis tiens, je suis formateur Excel, je vends des formations Excel. Tu t'amuseras, tu tapes formation Excel sur Google, c'est plus de 120 millions de résultats. Donc, comment tu arrives à émerger dans ces 120 millions de résultats? Le pire, c'est que ton client qui va chercher ça sur Google, il voit même des tutos gratuits. Donc, pourquoi il irait payer un formateur pour se former à Excel? Bon. Alors, notre formateur Excel se dit, bon, effectivement, 120 millions, c'est quand même compliqué, je vais tenter un peu de creuser. Puis il se dit, bah, tiens, j'ai déjà formé des comptables, ça s'est plutôt bien passé. Et puis finalement, c'est une fonction, enfin c'est un métier, voilà, Ouais. qui est fortement consommateur d'Excel. Donc, allez, je vais faire une formation pour les comptables. Bon, tu tapes formation Excel pour les comptables, tu as encore 50 millions de résultats sur Google.
on voit que c'est déjà mieux, hein, tu as quasi éliminé 50% de ta concurrence, mais tu es quand même toujours face à 50 millions potentiellement de concurrents. Alors, notre formateur creuse un peu et se dit, mais finalement, c'est quoi le job to be done des comptables? Bon. Et puis il observe un peu des cabinets comptables, et puis il se dit, ah bah tiens, mais dans les cabinets comptables, il y a des jeunes, il y a des tranches d'âge intermédiaires, hein, on va dire les 30-40, et puis les plus de 40. Bon. Est-ce qu'ils ont des objectifs différents? Il peut se dire, tiens, les petits jeunes, ils arrivent, ils sont en poste, ils ont des salaires un peu bas, peut-être que leur premier objectif, c'est augmenter leur salaire rapidement. Les catégories intermédiaires, là, les 30-40, bon, ça y est, ils ont déjà un beau salaire, puis maintenant ils commencent à avoir des enfants en bas âge. Ce qu'ils souhaitent avoir, c'est un petit peu plus de temps libre. Et puis les plus de 40, 45 ans, ils veulent prendre la place du calife, la place du calife, là, je sais pas quoi, et donc devenir expert comptable, par exemple. Donc là, on a des jobs to be done qui sont complètement différents. Donc, je peux créer une formation, enfin si j'étais le formateur Excel, je créerais une formation en disant, voilà, formez-vous à Excel et augmentez rapidement votre salaire. Et là, je vais toucher... en gagnant du temps ou en gagnant de la deuxième catégorie, donc voilà, formez-vous à Excel et donc gagner du temps libre pour vous occuper de vos enfants en bas âge, et puis etc. pour devenez calife à la place du calife pour les plus âgés. Et donc tu vois que là, on va toucher à quelque chose qui est excessivement compliqué à faire, parce que gagner du temps, c'est dur à faire, augmenter son salaire, c'est dur à faire, devenir expert comptable, c'est quand même quelque chose qui est pas à la portée de tous. Voilà. Donc on est prêt à payer pour quelque chose qui est compliqué à faire, mais simple à comprendre. Parce que je comprends que finalement, effectivement, si je cartonne sur Excel, je vais faire plus de dossiers. Si je fais plus de dossiers, je suis plus productif, je peux prétendre à une augmentation de salaire. Hein. Si je traite 2 fois plus de dossiers que mes petits collègues qui ont le même âge que moi, il n'y a pas de raison que moi, je ne sois pas mieux payé qu'eux. Hein. Et même le formateur peut apprendre finalement des techniques pour aider ces stagiaires à demander une augmentation de salaire une fois qu'ils ont été formés à Excel et qu'ils font la preuve qu'ils sont plus productifs. Voilà. Et du coup, là, on arrive sur une offre qui est complètement unique et qui devient irrésistible. Pourquoi? Parce que je ne m'achète pas une formation Excel, je m'achète une augmentation de salaire ou je m'achète du temps libre. Ouais, mais c'est très juste. Voilà. Je te donnerai un exemple. Moi, en fait, depuis très longtemps, j'ai ma formation Gross Hacking. Ouais. C'est vrai que cette formation Gross Hacking, non seulement c'est un terme anglais, mais en plus, ça parle pas à grand monde. Les gens disent formation Gross Hacking, ouais, est-ce que c'est par mois, etc. Ouais. Après, là, j'ai sorti mes 25 hacks préférés, donc qui s'adressent quand même à une cible un peu plus précise, les gens qui connaissent un peu. Et là, après, là encore même, je me suis dit, mais c'est pas assez, c'est trop générique, les gens ils comprennent pas vraiment. Et je me suis dit, tiens, je vais faire mes 20 hacks préférés LinkedIn. Et là, en fait, 20 hacks préférés LinkedIn pour gagner du temps et trouver des prospects. Là, en fait, j'ai déjà eu quelques demandes là-dessus parce que c'est plus précis, c'est plus pointu et surtout, c'est comme tu as dit, le job to be done. Qu'est-ce que je veux faire avec ma formation LinkedIn là? Et en fait, c'est ça, parce que j'ai aussi une formation LinkedIn, mais elle est trop large, trop longue. Et je pense qu'il vaut mieux se centrer sur un petit besoin, comme tu le dis. Non, mais bien sûr. Puis une fois que tu as fait les comptables, après, tu peux aller voir d'autres corps de métier, puis faire exactement la même démarche, étudier, puis tu te dis, tiens, est-ce que je suis légitime finalement pour aider le job to be done de mes clients? Et si tu l'es, tu construis ton offre, et encore une fois, là, tu es beaucoup plus comment dirais-je, tu crées moins crédible, et ton offre devient un peu irrésistible parce que c'est pas je me forme bêtement à Excel, et en plus tu te mets dans la peau d'un comptable. Le comptable, il se dit, mais moi Excel, je maîtrise déjà très bien, puis je peux me former, allez, un peu le soir, un peu le week-end, s'il y a besoin parce que allez, on va rajouter un peu d'IA par exemple avec Excel, c'est un peu nouveau, j'ai besoin de me former là-dessus, mais je vais me former finalement gratuitement. Et donc finalement, on n'est pas prêt pour de payer pour quelque chose qui paraît facile à atteindre, et en plus qui est difficile à comprendre, parce que même si je me dis, ok, il faut que je me forme à Excel, pour le coup, je vais sur Internet, et comment je fais pour choisir le bon formateur? Il y a tellement de choix que ça devient difficile. Voilà. Et c'est vrai que là, donc le job to be done. On le voit en fait dans ton livre ici, la version utilise les 6 composants d'une offre irrésistible: le véhicule, la promesse, le prix, la durée, la garantie et les bonus. Ça, c'est ce que tu expliques dans ton livre. Et il y a même un petit exercice qu'on retrouve juste là, où on remplit, tu as déjà une offre commerciale, dresse la liste des problèmes et points de douleur qu'elle peut résoudre. Tu n'as pas encore d'offre commerciale, dresse la liste des problèmes et points de douleur que tu peux atteindre.
Donc c'est vrai que ton bouquin, il est pas mal là-dessus parce que tu peux justement aller directement au concret et à, à ce que tu vas mettre en place. Donc ce livre, il est vraiment très sympa. Bah Il y a, merci. ouais. Mais il y a un truc aussi qui est assez sympa dans ton livre, c'est l'aspect productivité. Ouais, Et c'est vrai que tu l'abordes, et c'est souvent un problème que moi je vois chez les indépendants, parce que ouais, surtout quand tu l'as dit, quitter le salariat et travailler en ouais, liberté, bah, quand tu es salarié, bah, tu fais des heures en fait. ouais, Et que tu aies des résultats ou pas, de toute façon tu seras payé à la fin ouais, du ouais. mois. Non, mais Alors tout à fait. justement, un des problèmes, c'est peut-être de gérer les priorités Ouais, quand tu es indépendant. Toi, ça fait ouais, des années que tu es indépendant. ouais. C'est quoi tes astuces? Alors, bah, tu as parfaitement raison de pointer ce problème. Quand on est salarié, notre agenda, quelque part, se remplit tout seul, hein. C'est nos collègues qui vont prendre des rendez-vous, nos boss qui nous donnent bah, voilà, des tâches à accomplir. Bon, globalement, on se lève le matin, on a notre agenda, il est rempli, on sait quoi faire. Quand on est indépendant, d'un coup, on se lève le matin et puis là, on se dit: «Ouh mais j'ai tout à développer, par quoi je commence?» Alors, imaginons, on va prendre un cas, assez simple, hein, je veux construire mon site web. Bon, c'est un objectif qui est quand même, ambitieux, et du coup, je me dis, bah, comment je peux arriver à construire mon site web? Par où je commence? Quelles sont les différentes tâches qui vont me conduire à, arriver à construire un site web qui soit efficace? Et là, on est face un peu à une montagne. Alors, on risque soit de pas vraiment savoir par où commencer et puis pour le coup de procrastiner, soit d'être un peu découragé par le montant de travail qui nous semble nécessaire pour atteindre cet objectif. Donc j'aime bien partir de la méthodologie qui consiste à donc considérer son objectif prioritaire, hein, un peu à moyen terme, hein, il faut se fixer, on va dire, allez, 3 mois, 4 mois, 6 mois, c'est l'objectif de sortie. Donc ça, c'est je construis mon site web. Et ensuite, décomposer cet objectif de sortie avec des petits objectifs d'entrée. Donc, un site web, c'est quoi? Bon, ça va être une arborescence. Ah bah tiens, demain, je vais créer mon arborescence. Objectif d'entrée. Bah tiens, il va falloir que je travaille le web design. Alors, si j'ai, est-ce que je sais le faire? Et puis dans ce cas-là, je me dis bah tiens, allez, je vais prendre 3 jours pour sur Canva construire mon design. Ou est-ce que je sais pas le faire? Dans ce cas-là, il va falloir que je trouve quelqu'un hein, qui le fasse. Donc, je vais me mettre en chasse d'un freelance et construire le brief. Et tu vois, tu vas décomposer comme ça ton objectif de sortie en de multiples petites tâches finalement, objectifs d'entrée, que tu vas pouvoir insérer dans ton agenda. Et le matin, tu te réveilles, tu dis ah ben tiens, aujourd'hui j'ai ces 3 objectifs d'entrée, donc ces 3 tâches à accomplir. Alors si tu en loupes une fois de temps en temps, c'est pas grave. C'est pas, tu mets pas en danger ton objectif tu réorganises, voilà, tu repositionnes ça le lendemain, le surlendemain, enfin peu importe. Mais dans tous les cas, tu sais comment organiser tes journées, et tu te réveilles le matin et franchement Ouais, c'est tu un es game serein. changer Ouais, assez. Ah bah tu sais ce bah que oui, parce ouais. que tu sais ce que tu dois faire, Ah c'est des bah, petites étapes, des petits pas. mais clairement. Ouais. Et puis en plus, hop, petite astuce, hein, bah, tu te remercies, un peu comme tu sais, les petits bonus là quand on a dans les Bah, Duolingo et applications. Voilà, compagnie. tout à fait. Bah, tu fais la même chose. Alors, dans ton livre aussi, il y a un truc qui est assez intéressant, c'est cette partie organisation et planification à l'année ou au trimestre. Et par exemple, ici, on voit, pour chaque mois, tu dis, voilà, ce mois-ci, voilà tes objectifs mensuels, tes revenus à générer, les routines à adopter. À la Ouais, semaine, tu as tes projets hebdomadaires avec un, 2, 3, le bilan de la semaine précédente. Au jour, c'est marqué projet 1, 2, 3 avec les actions, les ouais, routines et surtout, bon, bah, sûr, comme tu l'as dit, hein, les objectifs annuels et trimestriels. ouais. Qu'est-ce que tu recommandes un petit peu là? J'ai décrit la méthode, qu'est-ce que tu recommandes comme méthode et comme outil en fait à utiliser? Alors, moi j'aime bien utiliser Todoist hein, pour organiser mes to-do, donc c'est vraiment mes petits objectifs d'entrée. Ensuite, la méthode, c'est vraiment celle que je viens de décrire, donc ton objectif de sortie. Généralement, j'aime bien viser à les 90 jours. Hein, c'est plutôt, tu vois, par exemple, tu veux construire une offre, il faut pas mettre plus de 90 jours. Hein, c'est Ouais. quand même 3 mois après. Voilà, Bah, de toute façon, voilà. moi je le vois, Donc, en fait, le meilleur moyen de réussir en tant qu'indépendant, c'est de se mettre des contraintes. Parce que je connais un pote en fait qui est à l'aise financièrement. Bah, je sais que c'est un peu ta cible, c'est des gens qui sont au quadra ou quinca, tout qui à fait. veulent en Ouais. fait se mettre en indépendant Ouais. et qui ont grosso une bonne idée de ce qu'ils veulent faire. Mhm. Sauf qu'en fait, ils ont un peu cette flemme en disant, moi j'ai un petit matelas financier,
j'ai un peu de chômage ou j'ai de l'aide parce que j'ai quitté ma boîte. Ouais. Et en fait, le temps passe. Ouais. Et Ouais. s'ils se mettent pas une contrainte en disant, tiens, à telle date, je vais faire tel truc, Ouais. et ben en fait, ça file vite. Et Ouais. puis finalement, j'en connais pas mal qui finalement finissent retourner Ouais. salariés en disant, ah finalement, Et j'ai pas ouais. réussi à mettre mon projet Eh en ouais, place. parce que en 2 ans, finalement, on n'a rien fait, quoi. Donc le temps passe très très vite. Non, mais c'est exactement ça. Sur un an, tu vois, tu peux te dire, bah tiens, je veux atteindre, j'en sais rien, les 150 000 chiffre d'affaires, 150 000 euros de chiffre d'affaires. Bon, ça c'est un objectif qui est un peu macro. Et ensuite, comment je vais y arriver? Bah, ce sont des objectifs de sortie. Et là, tu dois le faire effectivement soit par mois, soit par trimestre maximum. Et ensuite, comme je disais, donc tu découpes ces objectifs de sortie en objectifs d'entrée. Après, dans ton agenda, également très très importante, et je parle de très important, je parle de routine, il faut absolument conserver du temps pour quelques routines, notamment des routines un peu sportives ou au moins aller marcher, donc au moins sortir de son canapé, aller marcher une demi-heure par jour. En plus, c'est des moments un peu de respiration où on va devenir très créatif, donc c'est super important. Donc là aussi, hein, se fixer quelques routines, c'est pas la peine d'en avoir 10, hein, une, deux, et le planifier dans son agenda, parce que sinon on le fait pas, quoi. Ouais, mais c'est vrai que je discutais avec Fabien Lérard et je crois aussi qu'on avait eu le sujet avec Oui, Célim Niederhofer ouais, du livre le guide ouais, copywriting, ouais. et il aime bien aller dans un espace de Les mots coworking. magiques qui viennent de Les mots sortir, magiques ouais, aussi, ouais, tout à fait. Et en fait, il aime bien en fait se mettre dans un espace de coworking de temps en temps pour avoir cette routine, sortir en fait de travailler chez soi et d'être ouais, tout le temps en vase clos. Et moi, j'ai un autre truc, c'est que depuis 1 ou 2 mois, j'ai adopté le ballon pour m'asseoir. ouais, J'ai plus une chaise classique. Alors, tu as une marque française qui s'appelle Bloom. ouais, Moi, j'ai pris une marque un peu plus low cost, mais et qui est moins évoluée. Mais c'est vrai que c'est ouais, ouais, un truc ce qui est intéressant parce super, ouais. que quand on reste tout le temps assis, en fait, on finit par. Moi, je me souviens, j'étais au bureau, je me levais, j'avais les jambes un peu ankylosées, tandis que là, avec le ballon, en fait, tu es toujours un petit peu en mouvement. Non, mais c'est super Rocco, hein. Bouger, effectivement, adopter des petits ballons comme ça permet d'avoir une posture qui est quand même beaucoup plus intéressante. Et puis, je crois qu'on fait travailler en plus ses La ceinture dorsaux, c'est abdominale, les, ouais, le ouais. dos. Donc ça, deuxième chose aussi, c'est de l'isolement, hein, qui peut être vraiment finalement oppressant quand on est indépendant. C'est vrai que quand on est salarié, bah forcément on rencontre dans la journée énormément de personnes. Quand on est indépendant, et ben, on peut se retrouver avec soi-même sur son canapé, quoi. Hein. Donc là aussi, Avec le s'obliger. frigo et la télé. Hein. Bah ouais, tout à fait, ouais, avec Netflix, donc s'obliger à sortir, s'obliger à aller travailler de temps en temps en coworking, s'imposer aussi d'aller voir des clients, d'aller faire des déj avec des partenaires, d'aller faire des déj avec des anciens clients. Donc tout ça, c'est ultra important et ça permet, bah voilà, d'un peu respirer et puis également de rester connecté finalement aux problématiques de son marché. Donc il faut sortir, quoi. Ouais, mais c'est vrai qu'il faut aussi faire attention à la productivité, parce que quand on est chez soi, on se dit j'ai la liberté, mais on peut être pris au piège. Par exemple, tu vois, quand j'étais indépendant full-time il y a quelques années de ça, j'aimais bien au début être à la maison, et moi je suis un fan d'histoire et de reportage, Ouais, et quand je travaillais, je mettais toujours un documentaire d'histoire ou un documentaire économique, et je me disais, oh bah je fais les deux en même temps. ouais, Sauf qu'en fait, que je me rendais compte que j'étais beaucoup moins efficace. bien sûr. Et donc, je me dis, mais Fred, c'est vrai que arrête quoi. Ouais. Il y a juste quand je suis en train de travailler sur des choses administratives, genre, par exemple, du travail Excel, du copier-coller, où là, ben, je m'autorise à mettre un podcast ou un truc comme ça. Ouais. Mais autrement, je fais vraiment attention à ça, et je fais attention aux distractions. Ça, Mais c'est là important. aussi, hein, t'as tout à fait raison de pointer ce problème, des petites astuces. Tu mets ça en mode avion au début, hein, tu te dis voilà, je veux être productif sur une plage de 20 minutes. C'est pas énorme, 20 minutes. Bon, bah, tu coupes toute distraction, tu bosses pendant 20 minutes. Je peux te garantir que quand on n'est pas ultra productif au début, 20 minutes, c'est déjà une belle performance. Et une fois qu'on atteint facilement les 20 minutes, bah, on passe à 30, puis ensuite à 40. Bon, et puis ensuite, bah, on peut enchaîner 2 heures de productivité relativement facilement. Bon, généralement, il faut pas dépasser les 2 heures. Hein. Ouais, Donc t'arrives, après 2 heures, ouais, tu après saches. 2 heures, il faut faire une coupure justement, peut-être une routine, aller un peu marcher. Bon, pourquoi pas Alors moi, ma petite s'alimenter. routine, c'est en fait, comme toi, en fait, quand je commence à travailler, au début, j'ai un petit peu de mal à passer le cap. Donc je me fais une routine, c'est-à-dire qu'avant de commencer une session de travail, une grosse session, une journée de travail, une demi-journée, une soirée, et ben en fait, je me fais plaisir. C'est-à-dire que je remonte mon niveau d'énergie
en regardant, moi j'aime bien regarder sur Twitter des vidéos drôles ou Ouais, des gens qui se pètent la gueule, ouais, ouais. ou alors je regarde ce que j'aimais bien aussi regarder, là j'essaye d'être un peu sevré là-dessus, c'est les vidéos récap. C'est-à-dire que sur YouTube, c'est vrai que aussi on en parlera tout à l'heure avec le snack content, c'est en fait les mecs qui te résument un film ou une série en 15-20 minutes. Et moi, je mets encore en accéléré en a 25. Et je me dis, tiens, je m'accorde ce truc-là, ça me remonte mon niveau d'énergie. Et ensuite, je bosse. Généralement, je fais des sessions de 45 minutes, une demi-heure, 45 Ouais, minutes. c'est ça, ouais. Et après, je me refais une petite session Ouais, ouais. de fun pour Mhm. remettre mon niveau d'énergie. J'arrête, Ouais, je ouais. refais une session. Et en fait, c'est vrai que c'est un bon système. Le seul truc, c'est qu'il faut faire attention à pas trop s'accorder de temps de pause. Parce que des fois, ça m'arrive au bout de 3-4 sessions d'être vraiment fatigué, entre guillemets, Ouais, et de regarder des dessins animés, des séries un peu trop ouais, longtemps. Et j'essaye de me mettre une petite alarme parfois sur mon téléphone. ouais. Bon, après, je sais pas si c'est une routine que je que je recommanderais, mais pourquoi pas, hein, chacun. Chacun sa Ouais, manière de ouais, chacun travailler. sa manière. Et puis, donc voilà. Après, une autre chose également qui est importante, hein, c'est d'aller sur les médias sociaux avec un objectif en tête. Et c'est là aussi où c'est très bien d'avoir des objectifs de sortie qui soient timés, tu vois, un trimestre. On peut se dire, bah, finalement, par rapport à cet objectif que je me suis assigné, il y a peut-être des spécialistes qui prennent la parole sur les médias sociaux et qui bah, vont me permettre de gagner du temps. Donc là, je m'abonne à des newsletters, je peux m'abonner à leur profil, par exemple, sur LinkedIn. Et pour le coup, j'y vais avec un vrai objectif, euh, finalement, D'information. d'apprentissage, d'information et d'apprentissage. Donc ça change également le game parce que on va plus sur les médias sociaux sans objectif, puis du coup, on scrolle, et puis on a passé Ah ben, trois quarts d'heure, on c'est s'en est comme pas toi, aperçu. moi je travaille beaucoup en France et c'est vrai qu'à un moment donné, moi maintenant avec le télétravail, mais à un moment donné, j'étais toutes les semaines quasiment en déplacement. Et toutes les semaines, qu'est-ce que je faisais? Tu es à l'hôtel le soir, qu'est-ce que tu fais? L'erreur à ne pas commettre, Ouais, paf, t'allumes ouais, la télé. ouais, Et tu te retrouves à dire, putain, c'est nul le truc, et tu ouais, regardes des vieilles ouais, films, et des trucs comme ça, et tu as regardé, tu zappes, tu zappes, tu ouais, zappes. C'est pas, il faut pas se faire ouais, prendre à ce truc-là. ouais, Et même chose, il y a pas longtemps, je discutais avec un marketeur assez connu, et puis je le voyais souvent commenter. ouais. Et je lui disais, waouh, tu commandes beaucoup, comment tu fais? Il me disait, ah bah oui, je passe beaucoup de temps à commenter, ça me même un peu trop. Je dis, mais c'est toi qui le fais directement? Ah bah oui, je le fais à chaque fois. Je dis, mais t'es fou de passer autant de temps que ça à commenter, c'est pas possible. Parce que tu donnes en fait de ton temps, tu donnes de ton énergie et t'es pas salarié. Il faut que tu conserves ton temps. Et moi, par exemple, ma petite astuce, c'est que bien sûr, je commande, je like, etc. Souvent dans les transports, le matin, tu vois, ou le soir en rentrant, ou alors quand je suis au lit avec ma femme, en train de regarder la télé, hein, je te rassure, et ben en fait, je prends mon truc et surtout, je ne fais pas que liker. Parce que liker une publication, ça suffit pas, c'est commenter qui donne de la visibilité. Bien sûr. Ouais. Et en complément, donc là c'est ma petite astuce, c'était pas ce que je t'ai dit précédemment. La petite astuce, c'est que j'ai aussi délégué l'utilisation de mon compte à mon assistante Sabrina qui est à Madagascar, Ouais, et elle est chargée une demi-heure, 45 minutes tous les jours de scroller mon fil d'actualité, ouais, de liker et quand elle peut, parce que c'est pas facile pour elle tout le temps, de ouais. De commenter. commenter, ouais. Ouais. Non, non, mais c'est certain, hein, de toutes les manières, il faut absolument s'organiser par rapport aux médias sociaux. C'est tellement chronophage qu'il faut mettre des garde-fous parce que sinon, bah, on passe nos journées là-dessus et puis au final, bah, le soir arrive, puis on se retourne et on se dit mais mince, qu'est-ce que Qu'est-ce j'ai que fait j'ai fait? aujourd'hui? J'ai rien fait. Et Mais là, ouais. c'est la déprime, voilà, qui Mais est au c'est bout vrai qu'il y a un de. truc aussi à faire, c'est le matin quand tu es indépendant, c'est dire mais quelle est l'action que je dois faire aujourd'hui qui va générer le plus de business. Et parfois, en fait, tu te dis, merde, c'est pas ce que j'ai prévu dans la journée. Et des fois, ça m'arrivait de me dire, tiens, j'ai ça de prévu aujourd'hui, mais quelle est l'action aujourd'hui qui me permettra de générer du business? Ah, c'est peut-être envoyer une newsletter, c'est peut-être créer un produit. Ouais. Et là, tu as raison tout à l'heure, j'étais en train de dire, bon allez, j'ai mon emploi du temps du jour. Je me disais, merde, Fred, qu'est-ce qui va me générer du business aujourd'hui? Tiens, j'ai envoyé ma newsletter email, il faut absolument que je l'envoie sur ma newsletter LinkedIn Ouais. de ce jour-là. Ouais. Et pareil, de se dire, Alors, je me permets de te couper, super remarque, mais alors moi, je travaille ça le soir. ah, Évitez de le faire la journée même parce que du coup, vous allez hésiter, ça va bousculer votre planning que vous avez déjà prévu pour ouais, la veille. Donc moi, j'aime bien faire ce travail le soir et éventuellement, enfin pas éventuellement d'ailleurs, en fin de semaine, généralement le samedi ou le dimanche, je planifie toute ma semaine. Donc j'ai deux tempos, hein, finalement pour m'organiser. Donc c'est fin de semaine pour la semaine qui arrive. Donc là, je mets mes objectifs d'entrée, donc je suis à peu près sûr qu'il va falloir que je les travaille. Et le soir, effectivement,
des fois, je reviens sur la journée donc qui va arriver, et puis je me dis, bah tiens, est-ce que je peux pas intercaler telle ou telle action qui va effectivement booster un peu plus mon business. Voilà. Mais éviter de le faire dans la journée, je trouve, parce que pour le coup, après on hésite, on décale finalement ses objectifs un peu prioritaires, Ah, c'est et puis vrai, c'est vrai que après, j'y ai pas pensé voilà. comme ça. Mais bon, après, Mais c'est vrai que moi, ce que je fais, c'est qu'en fait, j'ai mon Outlook, et dans mon Outlook, en fait, je cale, mais tout est calé, en fait. Quand je dois écrire un newsletter, quand je dois préparer un truc, en fait, ça te donne une sérénité dans ton ben vie. oui, Tu oublies, t'es pas stressé à dire, tiens, je dois faire tel truc. ouais. Et en fait, je cale ça. Puis après, bon, si je le fais pas, moi, ce que je fais, c'est que je recale dans mon agenda ça m'arrive très souvent de caler des dates et de les recaler Non, mais avec des bien sûr, priorités. après on se réorganise, ça c'est pas, y a aucun problème, hein. Il y a un to-do que j'ai pas fait, boum, je le reporte au lendemain, au surlendemain, enfin peu importe, je le reporte dans tous les cas. Après, d'ailleurs, un très bon signal, si on reporte trop de fois un to-do, ça veut dire que finalement il n'était pas si important que ça et on le laisse tomber, hein. Voilà, Exactement. si ça fait 10 fois qu'on le reporte, bon, c'est que c'était pas du tout une priorité, et puis on efface. Dernier petit truc sur les to-do, le fait de noter, alors ça peut être sur un to-doist, un agenda, À enfin peu Trello. importe, hein, le fait de le noter, je crois que c'est 70% de chances en plus d'effectuer la tâche. Ouais, de charge mentale. C'est Moi, alors, Et moi, ce de que je charge fais, mentale en moins en plus, hein, Alors parce moi, ce que je fais qu'effectivement justement, parce on que le sort de ma son femme, cerveau. elle note jamais, et en fait, elle a une relative bonne mémoire, mais elle note jamais les trucs. Et des fois, elle arrive d'oublier. Moi, je dis, et elle me dit, mais Fred, mais comment tu arrives à ne jamais oublier les trucs? C'est hyper simple. Quand on me demande quelque chose, tout de suite, je m'envoie un email. Et je m'envoie un email, et ensuite, quand je reçois l'email dans ma boîte mail, je le cale dans mon agenda, Ouais, ou alors je le laisse dans ma boîte email en supprimant en fait tous les trucs. ouais, Et là, ouais, moi, ma boîte email, c'est une manière de ouais, l'organiser. ouais. Alors, tout à l'heure, on a parlé des gens qui scrollaient toute la journée sur les réseaux sociaux, mais quelque part, c'est aussi un peu ce que tu dois faire, parce que tu dois essayer d'attirer les gens qui sont sur les réseaux sociaux, soit en payant, soit en gratuit. Alors, je pense que toi, tu conseillerais au départ plutôt de faire la stratégie gratuite, même si c'est vrai que de plus en plus, le payant va devenir indispensable. Ouais. Quelle est ta définition? Parce que dans le bouquin, là, à la page 169, tu parles justement de ces différents types de contenus. On voit ici des contenus type snack content, les formats courts et moyens, les formats longs, les produits, avec un petit peu tout ce que tu dis, les formats snacks, c'est du post LinkedIn, des reels, des shorts, du sondage, et en fait, chacune a des objectifs différents. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est de cette formule TFO que tu utilises? Alors bon, je laisserai les lecteurs entrer dans cette formule. Ce que je veux là ici dire, c'est que euh, là aussi, hein, c'est très très important d'être bien organisé. On peut pas tout faire, on peut pas être sur tous les canaux, sinon on se disperse et puis au final on a aucun résultat. Donc ce que j'aime bien faire, moi, c'est de partir des contenus longs qui vont être quand même a priori impactants pour son business. Donc ça peut être, si on a choisi de la vidéo, ça peut être un script de vidéo, hein, une vidéo qui va durer par exemple 20 minutes. Si on fait de l'article de blog, ça peut être un article de blog, peu importe. Mais dans tous les cas, partir de son article long, donc le structurer, le travailler, d'y consacrer du temps, hein, c'est là aussi on va pouvoir émettre de la valeur sur son marché. Donc ce sont des contenus excessivement importants. Puis ensuite, ce contenu long, il a quand même pris du temps à être réalisé. C'est comment je peux le réexploiter en format beaucoup plus court. Et on voit d'ailleurs en plus, hein, il y a une appétence aujourd'hui pour ces formats courts. Donc voilà, comment je peux arriver à le réexploiter en format beaucoup plus court, un post LinkedIn, un reel, une vidéo, un short sur YouTube. Donc voilà, comment je peux arriver à saucissonner mon contenu long en différents petits snack content et ensuite que je peux diffuser. Voilà. Puis l'idée, c'est tenter aussi de faire un maillage, hein, entre ces différents. Quelqu'un qui est venu voir finalement un short et qui se dit tiens, le sujet me semble intéressant puisque dit Fred, ça me plaît, il sera probablement incité à aller consacrer un petit peu plus de temps à aller voir le contenu long. Voilà, donc c'est vraiment T'as comme vraiment ça. raison. T'as vraiment raison Ouais, là-dessus, parce que c'est vrai que là, toi, cette interview qui va durer à peu près 35 minutes, ouais, je vais la passer avec Opus Clip, que j'ai utilisé aussi Riverside. ouais. Et en fait, je vais le découper, enfin, il va être découpé automatiquement avec l'IA en une vingtaine de séquences. Il va me proposer des contenus très courts avec, quand il y a des conseils, des call to action, Ouais, etc. Et après, j'ai juste à modifier un petit peu quelques trucs, et ça me fait des vidéos que je peux diffuser en un clic sur YouTube Shorts, ouais, sur TikTok, sur Facebook, sur Instagram, avec le sous-titrage, toutes les optimisations. Et c'est vrai que ouais. ça,
ça m'a permis en fait d'être présent sur TikTok. Alors pour moi, j'ai vraiment des réseaux offensifs où j'essaye d'être présent, LinkedIn, le blog, etc. Et j'ai des réseaux défensifs, justement TikTok, Instagram, tout ça, ou Twitter, où j'essaye pas d'être présent vraiment fortement, mais juste avoir un minimum de visibilité. Et sur TikTok, j'arrivais pas. En fait, j'avais pas le temps, je montais pas de vidéos. Et grâce à ça, eh ben en fait, j'arrive à avoir une présence minimale pour un coût qui est hyper faible. Bah oui, puisque tu as déjà produit le contenu, donc du coup, c'est juste arriver à le saucissonner et tu as tout à fait raison. Aujourd'hui avec l'IA, bon, ça fait aller 3/4 du travail, et d'ici peu, ça fera 100% du travail, j'imagine. Donc oui, c'est exactement comme ça qu'il faut s'organiser. Réexploiter son contenu aussi, au bout de 3 mois, au bout de 6 mois. On analyse les statistiques, tiens, quels sont les contenus qui ont bien marché, quels sont les contenus qui m'ont permis justement aussi d'avoir des demandes entrantes. On les republie, il y a aucun problème. Donc c'est difficile de démarrer, hein, sur le content marketing, c'est des efforts qui sont un peu ingrats au démarrage, mais petit à petit, on monte des assets et on voit qu'il y a une sorte un peu d'inertie qui va se créer et la vitesse va commencer à s'accélérer et donc c'est super important. Ouais. Alors un autre point aussi que tu mets dans le livre et que tu appliques au quotidien, Ouais, c'est la notion d'infotainment. ouais, Alors moi, ça c'est le terme un peu américain. ouais, Toi, tu le nommes comment le fait ouais. justement de créer des contenus Bah, inspirationnels ou fun ou voilà. alors c'est pas spécialement d'ailleurs inspirationnel ou fun, c'est surtout que c'est très personnifié en fait. On est en train de passer d'un contenu qui était au départ un contenu un peu corporate, c'était des boîtes donc qui parlaient et qui créaient du contenu plus que les individus qui le créaient réellement quoi quelque part. Hein. Donc Ouais, c'est un ton corporate c'est avec un des ton. gens qui vous voyaient, genre limite communiqué de presse, voilà, c'est Voilà, mais très léché, très même les corporate. articles de blog, hein, ils étaient sous l'égide, c'était le blog de la marque. Et même moi, hein, qui suis freelance depuis, allez, on va dire 2015, quand j'ai revendu ma boîte, je m'exprimais plus au nom de Captel Marketing, qui est mon nom commercial, donc ma marque. Donc je m'exprimais plus sous l'égide de Captel Marketing que de Stéphane Truffet. Mais petit à petit, il y a eu un glissement comme ça vers les créateurs. Pourquoi? Parce que les gens, ils ont un peu marre, hein, finalement, de ces contenus corporate, ils en ont un peu marre de voir des logos et ils préfèrent voir des visages avec leurs qualités, leurs défauts, les c'est peu importe. Hein. Ouais, de l'humain, Et de l'émotion, du ouais, relationnel. tout à fait. Donc, je dis qu'aujourd'hui, le logo est véritablement remplacé par le selfie. Alors, bien évidemment, hein, c'est que les bons contenus ne s'arrêtent pas à un simple selfie. Mais on voit la force du selfie quand, ne serait-ce que quand on est sur LinkedIn, qui est pourtant B2B. On scrolle, on voit un visage, hop, de suite, on va commencer à s'arrêter et regarder les propos de la personne. Donc, il y a une vraie puissance de la personne par rapport à la puissance de la marque commerciale. Voilà. Donc n'hésitez pas, en tant qu'indépendant, n'allez pas non plus vous cacher derrière votre marque commerciale. C'est souvent votre propre patronyme, hein, qui va porter, et c'est votre personnalité qui va finalement faire en sorte que certaines personnes vont adhérer à qui vous êtes, ce que vous dites. Là aussi, c'est un moyen de trouver. J'aime bien la notion de plus que de personal branding, c'est le monopole personnel. Et le monopole personnel, on voit que c'est une interaction entre finalement son expertise, la niche, donc mon fameux expert, les experts comptables là, qui souhaitent augmenter de salaire, hein, on voit que c'est vraiment une niche de marché, et également sa personnalité. Voilà. Une personnalité, elle va attirer certaines personnes, d'autres vont la détester, peu importe, il faut faire des choix, et c'est pas en se cachant quelque part derrière un logo qu'on va obtenir aujourd'hui des résultats. C'était vrai par le passé, ça l'est plus aujourd'hui. Ouais. Alors un autre point que tu mets en avant aussi, c'est l'aspect fun. Si on regarde tes vidéos, bon, il y a beaucoup des contenus sérieux, Ouais, mais il y a aussi de l'amusement. Tu es devenu quasiment un acteur. ouais. Bah oui, parce que je pense qu'il faut prendre un peu aussi de recul par rapport à ces médias sociaux. Là, je m'exprime moi essentiellement aujourd'hui sur LinkedIn. Bon, ça peut devenir vraiment très très rapidement lassant quelque part, et
Et donc oui, c'est un moyen aussi que j'ai trouvé à la fois pour prendre du plaisir à recréer des contenus et puis aussi amuser un peu finalement mon audience. Et d'ailleurs, maintenant quand je croise des gens, ils me disent ah mais t'as pas tes lunettes de soleil et ton cigare. Donc donc voilà, c'est la preuve que ça fonctionne aussi, que ça marque aussi un peu les cerveaux de l'audience. Donc oui, il faut pas avoir peur de sortir un peu du cadre et puis de faire des trucs un peu originaux. Ça marche pas, tant pis, on change. Hein. C'est aussi cette agilité qui est très très importante. Hein. Ouais, c'est vrai qu'on t'avait vu pour la sortie de ton bouquin, tu étais avec ton téléphone, tu prenais comme un vrai influenceur. Tu étais Ouais, dans ouais, la rue, tu avançais, tu ouais, arrivais à la FNAC, tu trouvais le ouais, bouquin et tout ça. ouais, Et comme tu le dis, avec ton style le Marseillais, ouais, avec ouais, les lunettes de soleil et le cigare, c'est bien sûr avec tout humour, mais c'est ouais. intéressant. Alors, est-ce que tout le monde peut le faire, ça? Mais tout le monde peut le faire. Sincèrement, tout le monde peut le faire. Il y a pas de. Enfin, je suis à la fois introverti, plutôt très timide, et pourtant, voilà, j'arrive à m'exprimer face caméra, et je sais que c'est pas parfait. Hein, je suis beaucoup plus. Moi, tu me mettrais derrière un écran à écrire toute la journée, franchement, je serais le plus heureux des hommes. Mais bon, je sais que ça fait partie aussi du job, et donc il faut se jeter à l'eau. C'est que c'est compliqué au début, on se sent ridicule, c'est que c'est pas évident d'arriver à bien s'exprimer face à une caméra. Bon, plus on en fait, plus ça vient, et puis après on voit que les gens rigolent, on voit qu'il y a des interactions, on voit qu'il y a des commentaires, on voit qu'il y a des demandes aussi entrantes, parce que bon, il faut pas non plus oublier C'est pas l'objectif, acteur. hein, donc voilà. Et donc pour le coup, ça motive, quoi. Donc oui, en fait, il faut agir, quoi, tout simplement. Si on commence à trop intellectualiser les choses, au final, on fait rien, et puis le temps passe, et puis voilà, quoi. Alors, il y aura un dernier point que je vais évoquer, et tu en parles aussi dans ton livre, c'est que oui, la stratégie de contenu, c'est bien, oui, c'est intéressant d'avoir une bonne offre, mais souvent, en fait, c'est pas évident de trouver ses premiers clients. Ouais. Comment on fait pour trouver ses premiers clients? Parce que on dit souvent que c'est son réseau le plus proche, les gens qui, Ouais. même pas forcément c'est le réseau le plus proche, mais disons le réseau un niveau au-dessus, Ouais. qui est important. Comment on fait pour trouver Ouais. ses premiers clients en tant qu'indépendant? Franchement, c'est que c'est le réseau. Allez parler autour de vous, de votre offre. Allez déjà vous appuyer sur des amis qui peuvent avoir des contacts, qui peuvent être intéressés par votre offre, des membres de votre famille, des anciens clients, si vous avez déjà voilà, un peu de vécu. Allez démarcher de manière très humaine des gens qui sont dans votre cible en disant voilà, je m'appelle Stéphane, je suis en train de monter telle offre. Est-ce que vous auriez 10 minutes? Ça sera pas du tout commercial. J'ai simplement besoin de votre avis, savoir ce que vous en pensez, savoir si ça répond véritablement à une problématique. Je peux vous garantir, si vous faites cette démarche, encore une fois, très humaine, très, très, très naturelle, vous aurez des personnes qui vont être contentes de vous dire, allez, ok, on va discuter 10 minutes et un quart d'heure. Et une fois que vous les avez en visio, les 10 minutes peuvent se transformer en 3 quarts d'heure. Hein, ça pose aucun problème. Donc, c'est ne pas attendre, voilà, que ça tombe comme ça du ciel. Et pourtant, je suis un expert et un grand amoureux de l'inbound marketing, hein, donc vraiment de tout ce qui est acquisition entrante. Bon, quand on démarre, il faut aller aussi un peu à la chasse. Donc faites-le de manière naturelle. Appuyez-vous sur vos premiers contacts, et puis allez sur LinkedIn, et puis demandez aux gens ce qu'ils pensent de votre offre. Demandez-leur qu'ils vous accordent 10 minutes, un quart d'heure pour en discuter. Ouais, et c'est tout à fait vrai parce que ça me rappelle ce qui est arrivé à un de mes collègues qui, justement, il est arrivé à la soixantaine et donc il a quitté la boîte et il s'est mis consultant. Et donc, comme toi, comme tu l'as dit, il a choisi la bonne offre et lui s'est dit, mais les gens ont du mal à choisir dans les outils d'IA, je vais faire ça. Et puis après, une fois qu'il a défini donc, son job to be done, Ouais, aider les gens à choisir les bons outils, blablabla, ouais, et ben en fait, il s'est dit, mais comment je vais trouver mes premiers clients? Et c'est vrai qu'il a commencé à démarcher son réseau ouais, avec un post LinkedIn, en envoyant un email à ses contacts. Il a fait aussi du déj comme ça avec moi. Par exemple, ouais, il a dit tiens, Fred, tu vois, je vais me ouais, ouais, lancer. très bon point, ouais, Est-ce que tu veux ouais, j'aimerais bien avoir ton avis sur tes idées pour trouver des clients. Et on a discuté un peu. Je dis tiens, ouais, il y a telle ouais, boîte qui cherchait telle personne, ta 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 ta. Et puis après, je lui ai dit mais pourquoi tu ferais pas un webinaire? Et là, on se retrouve sur la stratégie de contenu. Et la stratégie de contenu, qu'est-ce qu'on a fait? On a organisé un webinaire avec moi. Donc la boîte, parce que nous on travaille aussi dans l'IA, ouais, lui, il a fait venir 2 autres partenaires et donc un de ses amis, de ses connaissances, ouais, qui travaillait dans un très grand opérateur énergétique ouais, français.
qui venait donner un retour d'expérience. Et donc, il avait comme ça, nous, on a communiqué sur notre base, le consultant complémentaire à lui, il a communiqué sur sa base, avec cette très grosse marque française dans l'énergie, ça faisait de la notoriété qui était juste un de ses contacts. Hein. Et donc, on a utilisé quoi? On a utilisé Zoom, on a utilisé LinkedIn Helper pour envoyer des messages sur LinkedIn, Ouais. on a utilisé Canva pour faire le visuel, Bien sûr. on a utilisé Google Form pour faire le formulaire. Ouais. Pour 30 balles, Ouais. en fait, il a fait venir, je crois, 250 personnes à son webinaire. Ouais. Et là, il est en train de traiter les deals qui sont arrivés là-dessus. Ouais. Donc, on voit que finalement, il faut aller chercher ce lead dans son réseau physique ou son réseau virtuel et envoyer un email. Il avait envoyé aussi des emails disant tiens, voilà, je viens de me lancer, si vous avez besoin d'aide, machin. Et montrer en fait Non, mais c'est un très bon point en fait. Il faut pas avoir une approche commerciale dès le départ. Il faut avoir une approche, comme tu dis, là c'est presque une approche inbound. Hein. Finalement, je crée un webinar, bon, c'est une opportunité, tu as rencontré, vous vous dites, bah tiens, il y a une personne qui peut en plus venir témoigner, ça appuie les propos. Donc allons-y, partons sur du webinar. Mais c'est typiquement ce vers quoi il faut réfléchir. Alors ça peut ne pas être forcément du webinar, hein. Ça peut être un podcast, ça peut être n'importe quoi, de la vidéo. Mais c'est voilà, commencer à créer du contenu qui va apporter de la valeur, qui va nécessairement attirer, et appuyez-vous sur vos contacts que vous avez, même si on démarre dans la vie, on a toujours des potes, on a toujours les parents qui ont des réseaux, donc appuyez-vous là-dessus. Bon, là aussi, aller comment dirais-je, obtenir des insights sur votre offre, commencer à en parler. Puis les gens, ils sont sympas, ils vont vous démarrer, ils disent, ah mais tiens, oui, il y a peut-être mon cousin là qui est à telle boîte qui pourrait être intéressé, tiens, je l'appelle. Puis ça peut démarrer comme ça. Parce que généralement, c'est pas tes contacts de niveau 1, c'est pas ta famille qui va te commander un truc. Et par contre, c'est les amis de tes amis ou parfois les contacts éloignés. Par exemple, un ancien collègue que tu as perdu de vue, tu vas le reprendre contact avec lui. Parce que je sais que les contacts proches, souvent, ils pensent pas à toi ou les contacts un peu plus lointains, c'est un peu mieux. Le tout, c'est leur donner confiance avec des résultats, des témoignages. Okay. Voilà. Alors, justement, mon cher Stéphane, si on veut obtenir ton livre ou en savoir plus, qu'est-ce qu'on fait? Alors, écoute, stéphanetruffem.com. Donc, vous allez pouvoir obtenir des compléments sur le bouquin. Et puis après, bien évidemment, si vous voulez l'acheter, de toute manière, sur mon site web, il y a les liens vers la FNAC, Cultura, Amazon et consorts. Sinon, vous allez directement dans votre librairie préférée et vous l'offrez. Rien de complexe. Merci Stéphane. Merci à toi. À bientôt. Ciao.